Bienvenue dans ce 4e épisode de Mentoresse. Je suis Céline Tran et je vais continuer de vous raconter mon histoire afin que nous fassions connaissance. Lors des précédents épisodes, je vous ai raconté comment, à un moment donné, durant une carrière qui pourtant fonctionnait bien pour moi, Los Angeles, j'ai eu une prise de conscience qui m'a permis de quitter une vie qui ne me correspondait plus, où je ne me sentais plus à ma place. Il y a un processus qui a commencé à partir de ce moment-là, avec beaucoup de doutes, avec la volonté de placer son énergie dans autre chose, et j'ai beaucoup appris. À la fin du précédent épisode, je me retrouve donc à Los Angeles à faire mes valises. Il est temps de rentrer en France, de rentrer chez soi et de partir pour un nouveau départ. Et c'est le thème que je vais développer à travers mon récit. Peut-être qu'il vous parlera, en tout cas je l'espère, peut-être que ça résonnera pour vous, qu'il y a des choses que vous avez vous-même vécues, que vous êtes même en train de vivre. Parce que finalement, vous savez, j'ai un parcours peut-être qui peut paraître hors norme, mais les questions auxquelles j'ai été confrontée sont les mêmes que n'importe qui d'autre dans ce type de situation. Dans ces moments où vous avez envie de trouver votre place, où vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose, mais ce n'est pas encore très clair. Et donc c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ où on va aussi parler des rêves d'enfants, de ces choses qu'on avait mis de côté qui à un moment donné vont représenter un moteur. On va parler aussi des moyens à mettre en place pour parvenir à s'approcher de ce rêve. Et donc je vais vous raconter ce que j'ai mis en place moi-même pour vivre cette nouvelle vie, pour me donner une chance de la vivre. Et puis on va parler d'un sujet pour lequel on me consulte beaucoup en séance, pour lequel on me questionne souvent, c'est le rapport au regard des autres. Et quand je parle du regard des autres, c'est beaucoup une histoire de jugement de la part des autres. Comment s'en affranchir, comment avancer malgré tout, et comment avancer quand le regard devient un véritable obstacle. Mais vous allez voir, je vais vous raconter ça en détail et nous allons prendre le temps de dérouler cette histoire. Cette histoire, donc, dans cet épisode, commence à Paris. J'ai récupéré mes affaires de Los Angeles, j'y ai laissé mon pseudonyme, mon ancien nom d'actrice, Katsuni, et je me sens libérée d'un poids. Et c'est très bizarre parce que, comme je le disais la dernière fois, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas de plan de carrière, mais j'ai la foi. Il y a un appétit, une envie en moi, une curiosité énorme. Comme si je me réveillais d'un long sommeil, après 13 années où j'avais mis mon cerveau dans une boîte, où je m'étais mise dans un mode, dans un personnage, dans lequel je pensais m'être émancipée. Eh bien, c'est comme si là, je me réveille et je suis moi, Céline, avec mes doutes, avec mon expérience, qui peut sembler être un boulet, un fardeau, mais c'est aussi une richesse parce que j'ai grandi avec ça malgré tout. Et je ne sais pas comment je vais être accueillie en France. J'ai de la chance quand même, parce que j'ai un projet qui m'attend, que je vous ai évoqué la dernière fois. Il y a un tournage qui m'attend, et ça va être une super expérience, parce que je me retrouve à incarner le rôle de la baronne dans la série Le Visiteur du Futur, qui est un programme pour jeunes adultes, qui est très geek, et j'ai le personnage le plus prude de la série. Et c'est une joie. Et en fait, au moment où je me retrouve face à la caméra, non seulement je me sens à l'aise, mais en plus je réalise que, mais en fait, j'adore ça, jouer. J'adore être devant la caméra, j'adore en fait être en mesure de raconter une histoire, de transmettre des émotions, de m'adresser à un autre public aussi. Et c'est très rafraîchissant. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est vrai, le X, c'est une page que j'ai tournée. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est fini, ce n'est plus pour moi. Je suis allée au bout de cette expérience. Mais j'ai encore tellement à faire. Et oui, j'ai envie de devenir comédienne. J'ai envie de me donner une chance d'être comédienne. Et à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas conscience des obstacles qui vont se présenter à moi. Mais je m'en fous, j'ai envie d'y croire, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Quand je me sens inspirée, quand je m'amuse, quand je me sens
dans un état de légèreté. J'ai l'impression que tout est possible. Et ça peut paraître enfantin, voire immature, mais c'est ainsi que je suis faite. J'ai besoin de cette énergie où je me dis que tout est possible. Par contre, il faut se donner les moyens. Ce tournage va me donner l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va beaucoup compter, qui est vraiment devenu un ami, il s'appelle Kefi Abric, et c'est le chorégraphe cascade de la série. Et alors, quand je le vois répéter pour ces scènes de fight de cascade avec les autres cascadeurs, je suis comme une petite souris qui se planque pour observer ce qu'ils font. Et j'ai des étoiles dans les yeux parce que je dis « Waouh, c'est trop fort !» Mais en fait, ce sont des super-héros, ces mecs. Ils bossent dans l'ombre dans la mesure en fait où ce n'est pas leur visage, leur nom qui est mis en valeur. Mais finalement, ils accomplissent tellement de choses, ils participent vraiment à la magie du cinéma. Et surtout, ils ne trichent pas parce que ça demande des compétences, une forme de courage. Et surtout, quand je vois ça, moi, ça me reconnecte à un rêve de gamine parce que j'ai grandi avec deux grands frères qui, très tôt, m'ont habitué à regarder des films d'action, des films d'arts martiaux. J'ai grandi avec comme référence Jackie Chan, Bruce Lee, Schwarzenegger, Stallone. Et donc, j'ai des références, on va dire, assez masculines. Et moi, petite, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai envie d'apprendre le kung-fu. Et donc, à 15 ans, je finis par prendre mon courage à deux mains et à dire à mes parents, c'est décidé, je veux faire du karaté, parce qu'il y a un dojo qui n'est pas loin à ce moment-là. On me rit au nez, parce que je suis issue d'une famille, on va dire, assez patriarcale et avec des références un peu d'antan, si je peux me permettre. Et donc, ça ne se fait pas. Une fille ne fait pas de sport de combat, elle fait forcément de la danse classique. Et en fait, pour moi, c'est important, je veux faire du karaté. Pourquoi ? Parce que ça me rapproche un peu de cette envie de faire du kung-fu. C'est pas la même discipline, mais ça reste un art martial. Et c'est vrai que la pratique du karaté, à cet âge-là, ça prend une importance énorme dans ma vie. Parce que pour vous situer le contexte, moi, à 15 ans, je suis pas la jolie fille du collège, la fille populaire qui flirte avec les garçons, qui est habillée avec les vêtements à la mode. Je suis introvertie, timide. Je m'habille plutôt comme un garçon, d'ailleurs, très neutre. Ma passion, c'est l'égyptologie et la culture des Amérindiens. Je suis passionnée par les enluminures médiévales et les cathédrales. Bon, autant dire que moi, mes potes à l'époque, c'est le clan des geeks et des gens bizarres. Et ça me va très bien. Et pour moi, qui n'ai pas confiance en moi, qui ne suis pas à ce moment-là dans une, on va dire, une puberté classique, dans le sens où je ne suis pas dans le flirt, en fait. Moi, j'ai surtout envie de trouver ma place, de me sentir dans mon corps. Eh bien, dans ce contexte-là, le karaté, ça prend une dimension incroyable parce que ça me permet de sortir de ma tête, de mon imaginaire, de me replacer dans mon corps, d'en prendre conscience et de nourrir une force en moi dont je n'avais pas idée. Et la confiance, elle vient de là, hein. Elle vient du fait d'explorer quelque chose de nouveau et puis d'apprivoiser, de recommencer, de pratiquer. Et donc, le karaté, pour moi, à ce moment-là, c'est me connecter à une énergie nouvelle qui est celle de la guerrière. Et par la suite, eh bien, j'arrête avec l'approche du bac. J'ai l'opportunité de faire de la compétition, mais mes parents ne le souhaitent pas parce qu'il faut se concentrer sur le bac. Et finalement, je m'éloigne de cette discipline. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand je me retrouve donc face à Kefi Abric et à cette team de cascadeurs, d'un seul coup, il y a une passerelle qui se fait. Il y a un déclic. C'est la jeune fille de 15 ans qui se réveille en moi et qui se dit « Oh, mais souviens-toi !» C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était il y a presque 20 ans. Mais souviens-toi à quel point ça a compté pour toi à ce moment-là. Tu as arrêté alors que tu avais ta ceinture marron de karaté. Puis depuis, tu as arrêté le sport. Depuis, il y a eu les arts du cirque, un peu de jujitsu, la danse. Mais j'avais abandonné le karaté. Il y a une énergie qui ressurgit où je me dis, mais en fait, j'ai trop envie de parler avec ce mec et je veux qu'il m'explique, je veux qu'il me raconte son métier. Il se trouve que c'est quelqu'un de très sociable, vraiment de très humble aussi. Et il se trouve aussi qu'au même moment, j'ai un autre projet
qui est celui de tourner un petit court-métrage promotionnel pour la BD que j'ai coécrite avec Run et que je vous ai évoqué lors du précédent épisode. Et là, c'est une occasion rêvée, parce que le personnage que je dois incarner s'appelle Célina, et c'est une guerrière très sexy, un peu à la Catwoman. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un de très froid, de très félin, mais d'impitoyable, qui se bat au katana, et alors là, c'est l'évidence. C'est-à-dire que ce tournage pour François Descraques, pour le Visiteur du Futur, m'ouvre deux portes. Il y a celle qui est du rapport à la caméra, de l'envie de devenir comédienne, mais il y a aussi cette envie de se reconnecter à quelque chose qui était enfoui. Et je me dis, mais il n'est pas trop tard. Ok, j'ai pris de l'âge, ok, ça sera pas ma carrière d'être cascadeuse, mais je m'en fous. En tout cas, si j'ai une occasion de m'approcher un petit peu de ça, je veux le faire. Je reste en contact avec Kefi et très vite, on se met à s'entraîner ensemble et à monter une chorégraphie pour le tournage de Heartbreaker, donc la BD que j'ai coécrite. Le tournage du Visiteur du Futur s'est très bien déroulé et je me concentre donc sur mon entraînement. Et là, ça devient ma préoccupation principale. J'ai du temps, j'ai de l'énergie. Financièrement, j'ai pour l'instant pas de raison en fait de m'inquiéter. J'ai quelques activités professionnelles à côté, rémunérées. J'écris pour les Inrocks, pour le Nouvel Obs. Je suis active et j'entreprends plein de choses. Mais en tout cas, mon énergie, elle est dans le training. Et de 2 heures dans la semaine, ça se transforme en 3, en 4, en 5. Et finalement, je me retrouve à être quasiment tous les jours au dojo, où je sympathise avec les autres cascadeurs. Et c'est un émerveillement réellement, parce que je me retrouve quand même dans un milieu qui est essentiellement masculin, où on a beaucoup de contacts physiques. Et pour moi, qui ai baigné durant des années dans un milieu où les rapports hommes-femmes étaient fortement sexualisés, d'un seul coup, je me rends compte que c'est possible, en fait, d'être, de côtoyer des hommes, et il n'y a pas de rapport de séduction, il n'y a pas de tentative de manipulation. Tout est clair, il n'y a pas de zone grise en fait. On est vraiment dans un rapport qui est fraternel, convivial, respectueux. Et ce qu'ils voient en moi surtout, c'est quelqu'un qui est motivé et qui a une grande soif d'apprendre. Et eux, ils sont pareils, ce sont des gens qui sont passionnés en fait. Ils sont pas dans l'ego, ils sont vraiment dans le partage. Donc on s'entraîne et puis on fait ce tournage. On a fait des chorégraphies avec du katana, avec des flingues, donc vraiment ambiance Robert Rodriguez, Tarantino, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et je vis à ce moment-là un échantillon de mon rêve d'enfant, de mon rêve de gamine, qui est d'incarner une guerrière dans un film et qui se bastonne. Je sais pas, pour certaines personnes, ça va paraître ridicule, anodin, mais vous savez, ça se juge pas, les rêves d'enfant. Ça se connecte à quelque chose d'intime. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, ça compte. Et le truc, c'est que on termine le tournage et je suis extrêmement frustrée. Parce que on n'a pas tourné toute la chorégraphie. Je découvre que le cinéma, c'est ça. C'est beaucoup de préparation en amont, mais pas forcément. Forcément, il y a beaucoup de choses qui sont coupées au montage ou qui n'ont pas eu le temps d'être réalisées. Et je suis dans le train avec les cascadeurs, je les regarde, je dis mais ça peut pas se terminer comme ça. Parce que moi, je fais quoi maintenant? J'ai envie de continuer. Je suis devenue accro à l'entraînement. Je me souviens je crois que c'est Gary qui à ce moment-là me répond, mais Céline, pourquoi ça s'arrêterait? Tu veux continuer? Allez, viens, on continue, on s'entraîne. Et donc on continue, et on s'entraîne pour faire des vidéos, des sortes de courts-métrages, des démos, des vidéos de démos que vous pouvez d'ailleurs voir sur YouTube, sur ma chaîne. Et derrière tout ça, c'est quoi le projet? C'est pas juste de passer du bon temps. Derrière ça, moi, j'ai mon envie qui est très claire, qui est d'être comédienne. Et je me dis, ok, c'est pas la première fois qu'on me le répète, ça va être compliqué pour toi. N'oublie pas d'où tu viens. Katsuni, actrice porno, t'es quand même vachement étiquetée à ce niveau-là. La France, c'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même cette idée que si on veut, on peut. Et plus on est dans l'audace, et plus c'est respecté.
Et je dirais même plus on est arrogant parfois et plus ça fonctionne. En France, non. En France, il faut faire profil bas, il faut s'adapter, suivre les codes, il y a un côté plus conventionnel, plus réglementé. Ça va pas être simple. Mais le truc, c'est que moi, j'ai le sens du défi. Alors quand on me dit, tu sais, ça va être difficile, je souris et je dis, bah ouais, en fait, ça me plaît. C'est pas forcément une mauvaise chose que ça soit difficile, c'est plutôt stimulant et c'est un bon défi à relever. Mais à ce moment-là, je sous-estime quand même à quel point ça va être compliqué. J'y pense pas, je reste concentrée sur mon entraînement et je commence à envoyer mes démos à des directeurs de casting, à des réalisateurs. Je tombe folle amoureuse du film d'action The Raid, qui est un film indonésien d'arts martiaux avec du pencak silat. Je contacte direct le réalisateur Gareth Evans par Twitter. Il répond, il est accessible, il m'encourage. Je contacte un directeur de casting à Hong Kong. En fait, je ne me limite pas. Et je me dis, il faut que je fasse savoir aux gens ce que je fais, parce que comment pourraient-ils deviner ? Si je ne change pas de moi-même mon image, si je ne propose pas autre chose, je peux pas leur en vouloir de rester sur mon ancienne carrière. Donc c'est à ce moment-là aussi que je lance mon blog et ma chaîne Ma Vie de Ninja, où il est temps pour moi de proposer autre chose sur Google, parce que jusqu'à présent, c'est Katsuni Star du X qui pose en bikini et où, à mon grand regret, il y a des contenus explicites qui sont accessibles à la vue de tous, mineurs y compris, donc ça ne me réjouit pas du tout. Donc il ne tient qu'à moi de produire mon propre contenu et de proposer autre chose. Évidemment qu'il y a des critiques, évidemment qu'on me dit « mais pour qui tu te prends ? T'y arriveras jamais, mais qu'est-ce que tu crois ? Retourne dans ton ancienne carrière, t'es bonne qu'à ça, et blablabla, blablabla. » Bon. Je suis un peu entraînée à ce type de jugement. Parfois ça pique, je ne dis pas, mais moi j'oublie pas l'essentiel. C'est que j'ai mon rêve et je veux me donner les moyens de réussir. Et donc, ce qui compte, surtout, c'est que je fasse bien mon job. C'est ça le principal. C'est d'être concentré. De se créer une bulle où on reste concentré à sa motivation, au sens qu'on donne à son projet, pourquoi on le fait. Donc là, c'est le rêve d'enfant. Dans quelle intention ? Moi, en fait, je veux gagner ma vie dans un métier où je continue de transmettre, de ressentir, d'être dans quelque chose qui va être flexible, mouvant. Donc, je sais pourquoi je le fais. Et ensuite, il faut se concentrer sur les moyens qu'on met en place. Et pour moi, ça passe beaucoup par l'entraînement parce que je me dis, comme j'ai beaucoup utilisé mon corps dans mon ancienne carrière, ça me semble plutôt cohérent de me positionner en tant que comédienne d'action. Alors, c'est vrai que c'est un risque, c'est le risque de s'enfermer encore dans une autre étiquette. Mais pour moi, ça fait sens parce que ça reste une forme de performance. Il y a des castings qui se passent très bien, sauf que il y a toujours un moment donné où on va me dire, écoute, t'as été retenue, il y avait une autre comédienne en lice face à toi, et puis l'un des producteurs t'a reconnu, ça va pas être possible. Ou écoute, c'est trop étiqueté, on te reconnaît trop, on va pas y croire. Moi, je suis quelqu'un peut-être d'un peu naïf, un peu basique. Je crois beaucoup au travail, je crois beaucoup à l'effort, au mérite, parce que j'ai été éduquée comme ça. Moi, on m'a appris que si on bossait dur, finalement, on pouvait accéder à quelque chose. Je pensais qu'il y avait une justice et qu'il y avait quelque chose d'équitable. Si tu bosses et que tu prouves que tu es capable, ça va le faire. À un moment donné, ça va payer. Et on a plein d'exemples autour de nous, de personnes comme ça qui vont dire, qui vont faire des discours très inspirants en disant, regardez, moi je me suis pris plein de portes dans la gueule, et puis à un moment donné, mon projet a été pris, ma carrière a décollé tardivement, mais j'y suis arrivée. Il y a plein de célébrités qui parlent comme ça. Stallone par rapport à son film Rocky, Schwarzenegger, évidemment, des hommes politiques, des artistes. Et donc forcément, ça inspire. Et à ce moment-là, je me dis, il faut pas que je lâche, il faut que je persévère parce que c'est normal que ce ne soit pas facile et c'est à moi de me donner les moyens et d'insister et de convaincre les gens. Ouais, mais les jugements ont la peau dure, les étiquettes aussi, et surtout en France. Je continue de m'entraîner, je ne lâche pas. J'ai dû avoir une 20aine de projets avortés. Des rôles très importants dans des longs métrages français, américains, chinois. J'ai été repérée, j'ai été remarquée.
Donc, il y a quand même une part de moi qui se dit, je dois pas être si mauvaise que ça. Parce que on me dirait, écoute, c'est embarrassant, mais tu joues super mal, tu passes pas bien à l'image, vraiment, c'est pas pour toi. Ok. Mais là, c'est pas ce qu'on me dit. C'est, écoute, ouais, c'était bien, mais tu comprends, compliqué quand même. Ok. Si la France ne veut pas de moi, c'est pas grave, je vais pas me limiter à ça. Je me dis, la planète a d'autres ressources. Et du côté de l'Asie, il y a quand même beaucoup de films d'action, le marché est plus développé. Allez, je vais aller voir de ce côté-là. Je pars à Hong Kong. Je vais rencontrer un directeur de casting qui connaît toutes les célébrités là-bas, tous les acteurs qui sont vraiment en place dans le cinéma d'action, qui bossent avec Van Damme, qui bossent avec Jackie Chan. Et il m'encourage. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai des encouragements de la part des réalisateurs qui ont envie de travailler avec moi. J'ai des encouragements aussi de ce directeur de casting. Mais il y a juste un truc que j'ai un peu oublié. Le cinéma, c'est pas une histoire de si t'es bon, tu réussis. Il faut être bankable. Et être bankable, ça veut dire quoi? Avoir donné la garantie à une production qu'on va vendre. Et pour ça, il faut gagner le capital sympathie, il faut se créer du réseau, il faut se faire sa place. Et c'est bien tout le sujet. Comment je peux faire ma place alors qu'on passe son temps à me dire « ta place n'est pas ici ». Un petit miracle arrive. C'est la deuxième fois que je vais à Hong Kong. Je me souviens très bien de ce moment où je suis dans ma chambre d'hôtel. Je suis seule dans cette piole, dans cette ville qui grouille de monde. Je ne parle pas chinois. Je suis d'origine vietnamienne et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une forme de hiérarchie entre les différentes ethnies en Asie. Et le Vietnam, il n'est pas au top il n'est pas au sommet de la pyramide. C'est bien d'être japonais, d'être chinois. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est bien aussi, ça passe bien d'être coréen. Mais quand on est vietnamien, bon, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus valorisé, on va dire, là-bas. En plus, à ce moment-là, j'ai quel âge? Je dois avoir dans les 35 ans à peu près. Ça commence à faire âgé. Dans l'absolu, c'est jeune, 35 ans. Mais on est en Asie, il y a un culte de la jeunesse, il y a un culte de la femme qui est vraiment, la jeune femme en fleurs, la peau très blanche, très prude. Autant dire que je ne corresponds pas du tout aux standards. Mais je reconnais qu'il y a un truc qui me motive quand même là-dedans, c'est que je me dis, ok, on me dit que j'ai que 1% de chance de réussir. Il y a 1%. Je vais me concentrer sur les 1%. Pas sur les 99, parce que sinon, je m'élimine toute seule. Si moi-même, je m'auto-censure en me disant « c'est foutu d'avance », finalement, je me donne aucune chance de réussir. Donc, je veux persévérer. Et donc, un petit miracle se produit. Je suis au Festival Film Mart à Hong Kong, donc festival qui réunit des professionnels de l'industrie. Je retrouve cet agent, Mike Leader, qui est adorable. Et il me présente à une société de production cambodgienne et il se trouve qu'ils ont un projet de long métrage et qu'ils sont sur le point de tourner. Là, vraiment, dans quelques mois. Quelques jours plus tard, je signe le contrat. À ce moment-là, moi, je suis dans une forme, mais comme jamais. Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je me suis entraînée avec les cascadeurs pour le combat scénique. On appelle ça le combat scénique, le combat pour la caméra. Mais entre-temps, j'ai aussi renoué avec le karaté. Je suis retournée voir mon dojo, ce fameux dojo de lorsque j'avais 15 ans. Je suis retournée voir mes professeurs. Et d'ailleurs, j'étais super mal à l'aise. J'avais tellement peur qu'ils me rejettent. J'avais tellement peur qu'ils me disent « Non mais attends, t'es bien gentil, mais on a conscience de ce que tu as fait depuis, on veut pas de toi ici. » J'ai tellement l'habitude d'être rejetée que j'ai tendance parfois à l'anticiper. Mais je vais quand même les voir et je suis super émue parce que j'ai tellement d'amour, d'attachement pour eux et ils n'ont pas idée à quel point ils ont pu compter dans mon adolescence parce que ce sont les premières personnes à m'avoir dit on est fiers de toi et on croit en toi. Moi, mes parents me le disaient pas. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce ne sont pas des paroles dans lesquelles j'ai baigné. Donc, ils ont une place dans mon cœur qui est importante et je me présente à eux et je leur dis, écoutez, j'aimerais passer mon premier dan. Ok, on va s'entraîner. Ils ont été très touchés du fait que je me tourne vers eux. Et donc,
Eh bien, depuis mon retour en France, j'ai passé mon premier Dan et j'ai passé mon deuxième Dan. Et comme j'avais envie de travailler mes déplacements, mon côté explosif, eh bien, je me suis inscrite en taekwondo. Et ce qui était au départ juste un loisir de complément est devenu aussi une activité à part entière. Et j'ai aussi passé mon premier Dan de taekwondo. Donc je me retrouve au festival face à ce producteur cambodgien, alors que je suis ultra motivée et prête physiquement pour m'investir dans un film où il va falloir se battre. C'est mon rêve qui se réalise à ce moment-là. Et je me dis, ça y est, j'y suis. Ah là là, ça valait le coup de persévérer. Ça valait le coup, en fait, d'aller jusqu'au bout et de se déplacer parce que finalement, ça paye. Et là, j'ai une sorte de validation de tous mes efforts. Je me dis, ah ouais, tous ces efforts auront payé et ok, c'est un tout petit film. Ils n'ont pas beaucoup de budget parce que le Cambodge, il est en reconstruction de son industrie cinématographique à ce moment-là. Par rapport à leur histoire, ils ont été très impactés. Donc, ils n'ont même pas vraiment d'équipe technique. Ils font venir des personnes de l'étranger, dont des Français d'ailleurs. Mais c'est pas grave. On me fait confiance, on me confie un rôle et je vais concrétiser mon rêve de gamine. Donc, je vais au Cambodge. Je rencontre une équipe adorable. Des acteurs, des cascadeurs qui ne le sont pas. En fait, ce sont tous de vrais fighters. Ce sont des personnes qui ont 18, 20 ans et leur manière de vivre, et j'ai presque envie de dire de survivre, parce que ils sont dans des conditions de vie qui sont très difficiles, très précaires, eh bien, c'est de se battre. C'est d'aller dans la cage. Et je rencontre la comédienne principale qui s'appelle Tarot, qu'on appelle Little Frog, qui est un petit bout de bonne femme, trop choupie. Elle a une bouille, mais elle est super mignonne. On a envie de lui faire des câlins. Enfin, elle est jeune, elle est pétillante. Mais alors, dans la cage, c'est une furie. Je regarde ses vidéos sur Facebook où elle se montre tout simplement en train de s'entraîner dans une routine normale et elle plie un palmier à coup de tibia. C'est ok. C'est une bonne leçon d'humilité. Je suis super bien accueillie. Et je m'entraîne et voilà, donc on se prépare pour le fight. On va tourner dans 2 jours. Je suis comme une puce. Je me sens tellement honorée, tellement fière. Je suis bourrée d'adrénaline à ce moment-là. Et à un moment donné, je suis avec le chorégraphe qui est français. Et puis à un moment donné, il me dit, tiens, ouais, est-ce que tu pourrais rajouter ce petit déplacement, ce pas de côté? Un petit pas chassé, un truc à la con, avec un petit saut, pas grand-chose, quoi. Je le fais, et je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Je crois que j'étais dissociée. En fait, j'étais dans ma tête, en train de visualiser le mouvement, sauf que mon corps ne suit pas. Alors pourquoi ? Peut-être parce que j'étais en surentraînement, peut-être que je n'étais pas assez concentrée. De toute manière, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, et c'est aussi pour ça que j'ai terriblement honte de ce qui arrive. Alors, je me vautre. Je fais un saut à quelques centimètres du sol et je me replie la cheville. Mon pied se retourne comme ça. Pam. Donc, il se replie vers l'intérieur. J'ai les chevilles qui sont hyper laxes, donc plutôt que de rouler normalement et de tomber sur le côté, mon pied se retourne vraiment sur lui-même. Et là, c'est une douleur qui est tellement forte. Je sais à ce moment-là que c'est foutu. Mon corps me fait savoir que il y a un truc qui a lâché et ça va pas se remettre en quelques jours. J'ai très mal, j'ai honte, je culpabilise parce que j'ai conscience qu'à ce moment-là, je fous le bordel dans le tournage, que ça va retarder l'équipe. Et là, c'est un sentiment d'impuissance, d'incompétence, c'est fois 10 000. Bon, il se trouve que j'ai une double entorse grave de la cheville avec une contusion osseuse. Mon pied se met à gonfler, on dirait un poisson-lune. Et je me retrouve à tous les jours placer mon pied dans un seau rempli de glaçons pour l'aider à dégonfler. Le producteur vient me voir, il me dit « Écoute Céline, on adorerait te garder dans le film, mais tu sais, on va pas pouvoir reporter de très longtemps le tournage de cette scène. On te laisse 10 jours pour t'en remettre et
Bah à ce moment-là, soit tu peux pas, mais tu sais, c'est ok, hein, on peut te retirer du projet. Il n'en est pas question, c'est juste inenvisageable. Parce que je suis en train de foutre en l'air mon rêve de gamine, et moi, j'ai pas de plan B à ce moment-là. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre ça, de vous investir dans un projet, ça a du sens, vous êtes motivé, vous rassemblez toutes vos ressources pour ça. Vous mettez toute votre énergie, vous faites des sacrifices, vous êtes soutenu par d'autres personnes et c'est votre vie à ce moment-là. Ok, ce n'est qu'un projet professionnel, mais ça occupe toute votre vie. Et moi, à ce moment-là, c'est le cœur de ma vie. Je respire pour ça, pour m'entraîner, pour prouver que je suis capable. Et sur un truc ridicule, même pas sur un exploit. J'aurais tellement aimé vous dire, ouais, j'ai fait une super cascade, comme Tom Cruise, j'ai sauté d'un toit à l'autre. Ah, ça valait le coup quand même, j'ai fait un truc périlleux. Bah non, même pas. Je me suis juste vautrée. Je me retrouve face à mes limites, face à mon corps, une fois de plus, qui me joue des tours. J'ai l'impression qu'il m'a trahi. Et ma nouvelle obsession à ce moment-là, c'est guérir. Je sais que c'est pas possible. Mais bon, je menace quand même un peu mon chiropracteur. Je lui mets la pression en lui disant, on a 10 jours là. Vous faites ce que vous voulez, vous vous démerdez, mais on a 10 jours. Dans 10 jours, je tourne ma scène de fight. J'en avais 2 au départ, finalement on réduit à 1. Alors déjà ça me déçoit, mais je me dis ok, tant pis, il n'y a qu'une scène de fight, mais par contre, je dois l'assurer. Et pendant 10 jours, je me repose, et croyez-moi, se reposer, c'est pas rien faire. On a cette croyance que se reposer, c'est être passif, que c'est abandonner quelque chose, que c'est lâche. Typiquement, les gens qui disent « Oh, mais je me reposerai quand je serai mort ». Non, moi je dors pas. Il y a même des gens qui se vantent du peu d'heures de sommeil qu'ils ont. Comme si c'était une fierté, en fait, de négliger son corps et d'être toujours dans la perf. Ça, c'est limite, ça. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres. Mais on peut pas tricher longtemps. À un moment donné, ça vous rattrape. Et moi, à ce moment-là, mon corps me dit en fait, t'es bien gentille, mais là, il va falloir que tu guérisses. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai des outils à disposition qui sont des outils d'auto-hypnose. Et tous les jours, je prends ce temps pour visualiser mon corps, un peu comme ce dessin animé. Alors, c'est de ma génération, je ne sais pas si tout le monde connaîtra, mais il y avait un dessin animé que j'adorais qui s'appelait L'Histoire de la vie et qui représentait le fonctionnement du corps humain et qui représentait par exemple les globules blancs par des petits personnages habillés en blanc. Et donc ça montrait comment à l'intérieur du corps on a plein d'éléments qui, un peu comme dans une société, essaient de créer une harmonie pour que la machine fonctionne. Et parfois il y a des conflits. Parfois il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des éléments qui rentrent en guerre et le corps fait ce qu'il peut pour se protéger et pour réagir. Et donc moi j'imagine que c'est une sacrée bataille au niveau de ma cheville. Et que le principe, c'est que c'est en portant mon intention dans une idée de guérison que je vais aider mon corps à aller mieux. Donc je fais de l'auto-hypnose. Et je me visualise en train de guérir. Je me visualise en train de marcher et en train de faire ma scène de fight. C'est un autre training, c'est un training mental. Et c'est beaucoup utilisé par les athlètes de haut niveau d'ailleurs, entre autres. D'ailleurs, l'hypnose est aussi utilisée dans le milieu médical. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc je me dis à ce moment-là, ok, j'ai un objectif, je dois être prête pour le jour J. Donc je dois m'anesthésier le pied tout en ayant conscience de mes appuis. Je me strappe le pied à fond. Et le jour J, je la fais cette scène. Donc arrive ce moment fatidique où le producteur me demande où j'en suis. Et je dis, je suis prête. Et je la fais cette scène de fight, je l'assure. Ça se passe bien. Sauf qu'à ce moment-là, je sais que je suis en train de trahir mon corps. Parce qu'il n'a pas eu le temps de guérir. Je l'ai un peu dopé, on va dire, avec l'auto-hypnose. Je l'ai aidé à être opérationnel. Mais j'ai pas écouté sa douleur. Au contraire, j'ai voulu l'étouffer. C'est « t'as mal ? On va bâillonner ta douleur et tu vas quand même faire ce que t'as à faire. » À ce moment-là, c'est un choix conscient. Je sens que je risque de le payer. Mais c'est motivé par quelque chose qui est au-delà et c'est le fait d'être professionnel, de répondre à l'appel, de répondre à l'engagement et puis de réaliser ce rêve de gamine qui est de tourner dans un film d'action. Donc ça passe en premier devant mon corps et ma santé. Je fais ma scène de fight,
le film est dans la boîte et je rentre à Paris. Et là, on va rentrer dans une autre partie de mon histoire, où je me retrouve à nouveau face au vide. Tiens, décidément, je la connais, cette sensation. Ce moment où on se dit ah ouais, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu de stratégie. Alors c'est bien de suivre son instinct, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de plan B, qu'est-ce qui se passe quand tout s'effondre ? Parce que les médecins que je rencontre me disent, écoute, on comprend pas que ça prenne autant de temps. Il va falloir être patient, mais c'est pas sûr que tu puisses reprendre le sport. En tout cas, pas de manière intense. Et je n'arrive pas à marcher. J'ai mal, je boite. Non seulement je ne peux plus m'entraîner, mais je peux même pas marcher normalement. Donc je ne peux même pas me présenter à des castings pour des rôles parce que je suis dans une situation où même si ce n'est pas une blessure grave, je suis dans une forme d'handicap provisoire à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce moment où il n'y a plus de ressources ? Vous êtes seul, vous vous retrouvez face à vos limites, mais aussi, et je vais terminer avec ça, vous vous retrouvez face à un environnement qui vous le dit, il ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas la bienvenue. Cette phrase, vous n'êtes pas la bienvenue, on me l'a formulée. On me l'a formulée de manière très claire. Au moment où je vous dis ça, j'ai l'émotion qui monte, donc je vais essayer de rester digne et de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. Mais ouais, ça pique. Alors quand je vous dis ça, le principe, c'est pas de me victimiser. J'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où on fait du mieux qu'on peut. On fait un travail sur soi, et ça a été ma démarche, de faire un travail sur moi, de me dire, ok, je lâche des choses, je passe à une nouvelle vie, je lâche mon ancien nom, mon ancienne carrière, j'ai envie d'y croire, j'ai la foi, j'ai le droit à une seconde chance. Et c'est pas aux gens à me donner cette seconde chance, c'est à moi de me la donner. Ça doit venir de moi. Donc il faut du courage. Il faut pas être nombriliste et passer son temps à se plaindre. Moi, j'ai pas envie de me dire c'est la faute des autres si je réussis pas, c'est la faute du porno. Parce que finalement, on peut aller loin. Quand on part dans un discours comme ça autour de la discrimination, le risque, c'est aussi de s'enfermer là-dedans. Le risque, c'est aussi de projeter chez les autres un jugement qu'ils n'ont pas. La preuve, c'est que j'ai quand même rencontré des personnes hyper accueillantes, comme les cascadeurs, comme l'école de cirque, comme mes professeurs. Donc il y en a plein des gens qui sont bienveillants, qui sont pas dans le jugement. Et putain, ça fait du bien. Mais il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas, ou même qui vous connaissent à vrai dire, et qui peuvent vous dire avec beaucoup de bienveillance, mais ma pauvre fille, tu te fais des illusions. Je l'ai entendu de gens très proches qui se prétendaient être des amis. Et peut-être qu'ils voulaient mon bien, peut-être que c'était porté par de l'amour, ces paroles, je ne sais pas. Parfois je me questionne, est-ce que c'est vraiment de l'amour quand on dit à quelqu'un « Mais qui va s'intéresser à toi, ma pauvre fille ? Tu ne resteras toute ta vie que l'actrice porno. » Avec ce petit air condescendant. Tu ne resteras que ça. Donc, fais-toi à cette idée. Ça sera toujours compliqué avec les hommes. Ça sera toujours compliqué dans ta volonté de te reconvertir parce que Céline n'intéresse personne. Et encore plus si elle est habillée. Donc, entre le fait que tu te rhabilles, que tu veuilles t'exprimer dans autre chose, que tu aies lâché ton pseudo, ça fait beaucoup en fait. Mais t'es plus personne sans ton ancienne carrière. Et là, tu gesticules dans tous les sens, tu fais des bandes démos, tu t'entraînes, mais tu te fais des illusions. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et je reconnais aussi que, là c'est mon erreur, peut-être que je n'avais pas su voir à quel point il y avait des règles. Peut-être un manque d'humilité de ma part, c'est vrai. C'est vrai que j'aime faire les choses à ma manière. Donc pour moi, réussir une carrière dans le cinéma, ça impliquait de faire mes preuves, faire du contenu, des images, et montrer concrètement ce que j'étais capable de faire, d'aller à la rencontre des réalisateurs. Je voulais pas avoir d'agent. D'ailleurs, les agents, je les intéressais pas.
Parce qu'il faut être bankable, il faut déjà être en place. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais compter que sur moi. Ça a partiellement fonctionné parce que j'ai des réalisateurs qui ont voulu travailler avec moi. Mais à un moment donné, ça a toujours coincé à un moment du processus où l'étiquette reprend le dessus et non, ça passe pas. On ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas la bienvenue. Ça fait pas mal de signaux à ce moment-là qui me font penser que je me suis peut-être obstinée dans une voie qui n'était pas la bonne. Alors on peut avoir des rêves d'enfance. Je pense que c'est plutôt sympa de se donner une chance à un moment donné en tant qu'adulte, de se reconnecter à ça, de se donner une chance de les vivre. Mais je crois que les rêves d'enfance, ils ont aussi le droit d'être réactualisés, d'avoir des mises à jour. Et on a le droit de développer de nouveaux rêves. On a le droit de développer de nouveaux projets, de se projeter dans autre chose. On a le droit aussi de reconnaître que ça va pas le faire. Là, je vous avoue que j'ai pas trop le choix en fait. C'est simple, soit je reste dans un sentiment de colère, de tristesse qui me ronge, où je deviens aigrie, où je rentre en guerre contre le monde et où je m'installe dans une posture où je me dis c'est la faute des autres, personne ne veut de moi, je vous emmerde, puisque c'est comme ça. Non, cette attitude de rejet et de révolte, je l'ai eue vis-à-vis de ma famille, je l'ai eue quand je me suis lancée dans le X, il y avait beaucoup de rage, l'envie de transgresser, l'envie d'exister autrement. Et je ne vous cache pas qu'il y avait quand même un côté immature là-dedans. Parce que quand on se construit en réaction à quelqu'un, pour lui prouver qu'on peut faire autre chose, ou pour se venger, ou pour prendre une forme de revanche, c'est un peu foireux. Parce que finalement, on reste positionné vis-à-vis de l'autre. Et donc, ça veut dire que l'autre a toujours beaucoup de place. Et donc, ça veut dire qu'on reste toujours asservi quelque part à son regard. Moi, à ce moment-là, j'ai envie d'être libre. Je n'ai pas envie de me construire par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, soit je reste enfermée dans ma colère, et ça va pas me faire avancer. Soit il est temps de voir ça comme une opportunité pour apprendre à lâcher quelque chose et à rediriger ma vie vers autre chose. Mais quoi ? Je ne sais pas. Et ça sera le sujet du prochain épisode. Je vais aborder avec vous en fait une phase de reconstruction. Ça va être un deuxième nouveau départ. C'est vrai qu'au cinéma, vous remarquerez que dans les films, bien souvent, c'est assez fluide. Le héros va avoir une épreuve, une revanche, et ça y est, il accède à la victoire. Dans la vie, c'est pas si simple. Dans la vie, il y a des fluctuations, ce n'est pas linéaire, et c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous retrouve dans le prochain épisode. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se dit à bientôt.